l'actualité israélienne. Bonjour Meir Masri. Bonjour Serge. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes docteur en géopolitique et maître de conférence à l'université hébraïque de Jérusalem. L'appareil de défense israélien est en état de choc complet après l'attaque de drone cette nuit lancée depuis le Yémen contre Tel Aviv. C'est ce qu'on pouvait lire ce matin dans les colonnes et sur le site du Jérusalem Post. Est-ce que vous diriez la même chose, Meir Masri ? Oui, alors il est évident qu'il existe une défaillance et qu'il est très important aujourd'hui de se concentrer là-dessus et d'essayer de comprendre l'origine de cet échec d'interception donc de ce missile ces missiles en réalité il y en a eu plusieurs qui ont pénétré l'espace aérien israélien. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une surprise ? Alors oui. Parce qu'il y a quand même eu peu de projectiles. L'idée qu'on avait jusqu'à présent, c'est qu'il peut y avoir un pourcentage d'échecs en cas de lancement de missiles et de drones en grand nombre, en grande quantité. Donc oui, il y a, en plus ça a frappé le cœur de la ville de Tel Aviv, en pleine agglomération civile, un immeuble. Donc le choc est assez important. Mais ce qui est en réalité remis en cause, si on veut savoir si ce qui s'est passé, ce qui s'est produit la nuit dernière pourrait changer la donne, ça change la donne. Ça change la donne dans la mesure où, une fois de plus, depuis le 7 octobre, cela a démontré les limites de la doctrine de défense antiaérienne, qui a trop misé sur la défense. Donc, la doctrine de défense israélienne a trop misé sur le système de défense anti-aérienne et au détriment de moyens plus coercitifs, plus offensifs et plus dissuasifs. Par exemple, on se souvient très vous pensez bien à quoi, Meir Masri ? Vous savez, le système dôme de fer qui avait été le choix de l'ancien ministre de la Défense Amir Peretz, il n'a cessé de s'en vanter d'ailleurs durant sa campagne pour la présidence du Parti travailliste et par la suite. Et à l'époque, c'était controversé. Ehud Barak, par exemple, était partisan d'un système de miser, d'investir, parce qu'Israël a aussi des moyens limités, je veux dire, pas investir dans toutes les directions. La doctrine qui a été choisie par le gouvernement Olmert à ce moment-là, c'était ce qu'on a essayé d'imager ou d'exprimer de la façon suivante, la villa au cœur de la jungle. Construire des murs, se retirer de manière unilatérale des zones qu'on pense être ou qu'on considère comme étant peu stratégiques et investir, miser, je ne veux pas dire tout miser, mais miser de façon considérable sur un système de défense antiaérienne qui est extrêmement coûteux. Et puis finalement, il s'avère qu'il a des limites. Donc on ne peut pas se baser uniquement sur cela. Et ça n'est pas une politique ou une doctrine qui a été promue par la gauche ou la droite. Ça a été promu par tout un système. La politique de retrait unilatéral et l'investissement extrêmement important dans le système de défense antiaérienne, ça fait partie d'une doctrine globale qui a été initiée en 2000 avec le fameux retrait unilatéral du Sud-Liban et les conséquences que nous connaissons, et aussi par le retrait d'Ariel Sharon en 2005 de la bande de Gaza. Meir Masri, on lit que le drone, en tout cas celui qui a atteint le territoire israélien, a volé très bas dans la dernière partie de sa route, qu'il serait parvenu ensuite à profiter des points morts de la couverture des radars israéliens et des navires américains. Est-ce qu'on a sous-estimé d'une certaine manière en Israël les capacités d'action des Houthis, notamment du fait de la réussite majeure et spectaculaire des interceptions, notamment le 14 avril dernier lors de l'attaque massive menée par l'Iran et ses proxys dans la région? Écoutez, sans doute, d'autant plus que les Houthis ont essayé à plusieurs reprises d'atteindre le territoire israélien. Il y a eu beaucoup de ratés, il faut le dire. Il y a eu beaucoup de ratés, beaucoup de missiles et de drones ont été interceptés par le passé. Certains ont atteint le territoire égyptien, faisant même des victimes dans la ville égyptienne de Dahab. On s'en souvient également il y a à peu près 6 mois. Et ça avait suscité d'ailleurs la colère des Égyptiens. Il y a eu également des menaces contre
la navigation dans le canal de Suez, oui. Ce qui également a fortement pénalisé les Égyptiens. Il y a eu une chute de ressources dans les semaines qui avaient suivi cette attaque. Donc, si vous voulez, c'est un problème global que rencontre l'ensemble des pays de la région qui affecte tout le monde. Et c'est pour ça qu'Israël ne se précipite pas dans il y aura une riposte, il est évident. Quelle forme pourrait-elle prendre puisque Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, a évoqué qu'Israël développerait dans les jours à venir, dans les semaines à venir, une nouvelle stratégie à la fois défensive et offensive contre l'Iran, qui est très probablement à l'origine de cette attaque, même si elle a été menée par les Houthis du Yémen. Quelle forme pourrait prendre cette nouvelle stratégie et cette riposte israélienne, Meir Masri? Je ne pense pas que l'on puisse parler de nouvelle stratégie. On est toujours dans la même stratégie, si vous voulez. La riposte, pour moi, devrait d'ailleurs avoir lieu au Yémen à ce stade, pour un tas de raisons. D'abord, pour éviter, encore une fois, que l'on provoque une escalade régionale sans l'appui, l'approbation totale des États-Unis. Et on le voit, les Américains ne sont pas encore prêts pour un tel scénario qui me semble être inévitable en fin de compte. Mais à ce stade, il faudrait quand même concentrer les efforts sur le Yémen. Pourquoi? D'abord parce que l'origine de l'attaque est yéménite, même si c'est l'Iran qui soutient, qui finance, qui arme, qui entraîne. C'est quand même, la menace provient du Yémen, donc il serait logique de riposter au Yémen. Et puis deuxièmement, parce que cela favorise encore une fois l'entente avec les pays arabes du Golfe. Puisque la menace Houthi, ou la menace que font peser les Houthis sur Israël et sur l'ensemble de la région en réalité, terrorise les Saoudiens, les Émiratis et l'ensemble de la communauté régionale. Et d'ailleurs, ce qui est regrettable dans la défaillance que l'on a pu constater cette nuit, c'est que c'est un message qui n'est pas très positif adressé aux pays du Golfe, parce que nous essayons de mettre en valeur, de vendre notre système de défense antiaérienne qui pèse très lourd, il faut le dire, dans nos tractations avec les pays du Golfe. Et pour parler visant à favoriser une normalisation entre Jérusalem et Riyad et renforcer les relations de manière plus globale entre Israël et la communauté des États du Golfe. Et là, c'est une faille qui est apparue la nuit dernière. En même temps, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais alors, donc c'est une menace qui est commune, la menace Houthi. Nous avons eu notre donc défaillance hier soir, dans la nuit, mais les Saoudiens et les Émiratis ont beaucoup souffert de cette menace Houthi et des missiles et des drones qui ont atteint à plusieurs reprises des points très sensibles, aussi bien sur le plan militaire qu'économique, dans les deux pays. Une dernière question. Et aux Émirats arabes unis. Meir Masri, pour parler du Liban, le Hezbollah a revendiqué ce midi l'envoi de plusieurs dizaines de roquettes contre le nord d'Israël depuis ce matin. Tsahal, qui de son côté avait éliminé hier un haut responsable de la force d'élite, Radwan, de l'organisation terroriste chiite. Est-ce à dire que Hassan Nasrallah n'est pas disposé pour l'instant à mettre un terme aux attaques de son mouvement contre Israël, alors que doivent se poursuivre les négociations entre Israël et le Hamas de manière indirecte via des médiateurs? C'est-à-dire que sa marge de manœuvre est extrêmement faible. Le Hezbollah n'est pas un allié de l'Iran. Le Hezbollah, c'est l'Iran. Le Hezbollah est un appareil iranien, totalement. Il dépend organiquement du Hezbollah iranien, de la maison mère, et financé, entretenu par les gardiens de la révolution. Ce dispositif milicien mis en place par le régime islamique en 1979 pour remplacer l'armée iranienne qui joue un rôle très anecdotique dans la défense de l'Iran et de ses intérêts. Il n'y a même pas d'armée de l'air. Il y a un dispositif milicien. L'Iran est un État milicien et elle a construit un dispositif qui lui ressemble, des milices à son image dans les 4 pays qu'elle contrôle aujourd'hui, à savoir le Liban, l'Irak, le Yémen et la Syrie, enfin ce qui reste de la Syrie, la région d'Assad. Donc à partir de là, frapper. Alors il faut dire aussi qu'Israël a les mains libres, a les mains beaucoup plus libres qu'au début de la guerre, et notamment
depuis le renforcement de sa situation stratégique dans la bande de Gaza, après le contrôle de l'axe de Philadelphie, qui aurait d'ailleurs dû être contrôlé dès le début de la guerre. Ça, c'est une autre question. Donc, Israël a frappé beaucoup et a frappé durement en territoire libanais. Des centaines d'éléments appartenant soit au Hezbollah, soit à des milices alliées au Hezbollah au Liban ont été neutralisés. Des chefs du Hamas, des chefs d'autres groupes islamistes palestiniens agissant à partir des camps de réfugiés libanais au Liban, qui ont un statut très spécial et dans lesquels les armes sont autorisées, et donc pas que le Hezbollah. Maintenant, la question est de savoir si il faudrait lancer une incursion terrestre au Liban, et là encore, une telle action ne peut ne pas provoquer une réaction iranienne, et donc il faut là que les Américains soient également totalement dans le coup. Et donc une escalade. Merci beaucoup. À quel moment on pourra vraiment passer à l'attaque et intervenir en territoire libanais, ce qui me semble être encore une fois inéluctable, compte tenu du fait que les résolutions onusiennes sont complètement bafouées et que le Hezbollah aujourd'hui contrôle la frontière avec Israël, que la FINU ne joue plus aucun rôle. Donc, à moins d'une action diplomatique coercitive extrêmement puissante de la part des pays qui sont en relation avec les Libanais, une action israélienne au Liban avec l'approbation des Américains me semble être inéluctable. La question est de savoir à quel moment cela aura lieu. Non pas si, mais quand. Merci beaucoup, Meher Masri, d'avoir été avec nous. On peut retrouver cet entretien en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Shabbat Shalom et à très bientôt sur Radio J. Shabbat Shalom, cher Steve, à bientôt.